Donc oui, sur les recommandations, effectivement, de bien tous veiller à fermer vos micros. Et puis, à ne pas hésiter à poser vos questions, notamment à travers le chat. Et en fonction, voilà, du déroulé du webinaire, on pourra effectivement y revenir. Et puis, je vais passer la parole à Monsieur Cesarini pour débuter ce webinaire. Ok, merci beaucoup. Et donc, bonjour à tous et à toutes. Un grand merci à la RS1 de Pays de Loire pour cette organisation. Je vois qu'il y a encore effectivement des participants qui arrivent. De toute façon, la première partie va être très introductive, donc c'est pas l'essentiel. Moi, je propose de démarrer comme ça, on pourra quand même partir déjeuner pas trop tard. Euh, je vais exposer, je vais vous dire quelques mots sur l'association que je dirige, qui s'appelle donc Sécurité Solaire. Ensuite, il y aura trois parties essentielles, une dédiée au rayonnement, ce dont on parle lorsqu'on cherche à prévenir notamment les cancers de la peau, mais on va voir qu'il y a d'autres effets sur la santé, les effets sur la santé étant la deuxième partie importante, et la troisième sera évidemment dédiée aux moyens de se protéger. Et puis en marge d'eux, je présenterai un petit peu l'état entre guillemets institutionnel des choses avec des choses, des éléments d'information sur le plan international, mais aussi national. Et puis pour terminer, je vous présenterai un certain nombre d'actions que nous portons, que nous proposons aux acteurs, aux préventeurs ou aux entreprises ou aux collectivités qui peuvent ainsi agir sur le sujet. Alors, quelques mots sur l'association. Elle existe depuis une trentaine d'années. Elle est rattachée à l'OMS depuis 1996. L'OMS a un programme qui s'appelle l'Intersun, qui s'intéresse au sujet. On est 8 centres dans le monde à y coopérer, dont 2 centres en Australie. Et il y a 4 centres collaborateurs en Europe, un en Italie, un en Angleterre, la sécurité solaire pour la France et le bureau pour la protection contre les radiations allemand. Vous avez à l'image nos principaux partenaires et globalement, on va dire, là, puisque vous allez voir, on a différentes actions. Et notre but, c'est vraiment faire surtout de la prévention primaire, même si on va s'intéresser, vous allez le voir aussi, à la prévention secondaire. Je suis directeur et non médecin. En revanche, je rends des comptes donc à un conseil d'administration qui se confond avec un conseil scientifique qui est présidé par une dermatologue, Marie-Thérèse Leccia, qui est responsable de la commission médicale au CHU de Grenoble. Thierry David, ophtalmo, vous allez voir qu'on va parler aussi des problèmes oculaires en lien avec les expositions solaires. Colette Brognier est physicienne. Et puis un certain nombre d'autres médecins, dermatos, ophtalmos, spécialistes de santé publique et autres, je passe là-dessus. On a trois gros chantiers. Le premier, c'est essayer de faire en sorte que toute la population accède à une information de base qui sont les prévisions d'index UV. On s'est fondé pour ça en 94. On a acheté des capteurs, on a développé un premier modèle de prévision, on a convaincu l'essentiel des médias qui comptent d'inclure cette information. Alors malheureusement, dans les bulletins météo des plages, on aurait aimé qu'ils le fassent dans les bulletins météo tout court et qu'ils le diffusent dès le mois d'avril, mais bon, pour l'instant, c'est surtout dans les bulletins plage. Mais voilà, en tout cas, l'information est disponible aujourd'hui. C'est Météo France qui fait les prévisions et je vous en parlerai parce que parmi les modalités d'action possibles, diffuser l'indice d'UV sur les terrains où les gens s'exposent, en particulier donc les professionnels qui travaillent dehors, ça fait évidemment grand sens. Ça rebondit avec des choses qu'ils ont vues par ailleurs. Et on verra que c'est assez simple, ça se fait à coût zéro et qu'il y a quand même un gros intérêt à le faire. Il fait partie des recommandations les plus essentielles de l'OMS que de veiller à ce que la population, en particulier les publics cibles, accèdent à cette information. On a un deuxième programme, je ne vais pas vous mentir, c'est l'essentiel de notre action, de nos activités, c'est toucher les enfants. Donc on n'est pas en milieu professionnel, le mélanome dont on va parler aussi est surtout lié à des expositions solaires de l'enfance. Donc on a un gros partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, avec l'Institut du cancer, avec quelques ARS pour diffuser un programme dans les écoles et dans le péri et l'extrascolaire avec les collectivités. C'est évidemment un point qui pour nous est important. Avant d'arriver au troisième gros chantier, au troisième axe le plus essentiel de nos activités, qui est la santé au travail. On va voir ça dans le détail. Alors sur le plan environnemental, il faut être conscient que les choses bougent.
Elle bouge avec des mouvements qui sont un peu contraires. D'une part, on a pris les mesures pour arrêter d'abîmer la couche d'ozone. Je dis on, c'est donc la communauté humaine, hein, protocole de Montréal 1986. Les substances qui abîment l'ozone sont désormais interdites. Et depuis le début des années 2000, elles ont été quasiment totalement annihilées. C'est-à-dire qu'on n'en produit plus et on n'en rejette plus. Donc on devait avoir une couche d'ozone qui se régénère et qui surtout ne se perce plus. Comme vous le voyez sur l'image de droite, là, le bleu, la zone bleue sur la Terre de droite, c'est au-dessus de l'Antarctique. Et c'est un immense trou qui dure plusieurs semaines, alors qui touche peu de gens puisqu'on est sur l'Antarctique, mais enfin qui touche quand même 25 millions de personnes lorsque une petite langue de déplétion d'ozone vient toucher le sud de l'Amérique du Sud, par exemple. Le souci qu'on a par rapport à la couche d'ozone aujourd'hui, ou les inquiétudes qu'ont les experts du GIEC notamment, et il est de plusieurs ordres. Le plus important est la prolifération de méga-incendies qui rejettent des substances qui sont délétères pour la couche d'ozone. Donc, et ça, c'est pas inclus, on ne sait pas modéliser ça. Ça va dépendre évidemment du point auquel on réchauffe, du niveau de déforestation. Je pense qu'on doit avoir un micro ou deux ouverts. Ce serait bien de les couper, s'il vous plaît. Je regarde si je peux le faire. Oui. Voilà, du coup, ça doit être mieux. Donc, des éruptions volcaniques et des méga-incendies qui rejettent des substances qui abîment la couche d'ozone. Et puis, il y a un refroidissement de la stratosphère. Ça paraît un peu surprenant, mais la couche d'ozone est dans la haute atmosphère. Or, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un réchauffement, mais c'est un réchauffement de la troposphère, donc de la basse atmosphère. Cette chaleur ne repart pas vers l'espace en traversant la stratosphère. Donc, en même temps que la basse atmosphère se réchauffe, et bien, la haute atmosphère, la stratosphère, se refroidit. Et ça, c'est pas bon pour la couche d'ozone. Donc, par ailleurs, les prédictions, là, les modèles sont assez solides pour dire que dans les régions tempérées, en tout cas, on aura de moins en moins de nuages, donc de plus en plus d'UV. Et puis, par ailleurs, là, on ne sait pas trop comment la population va réagir. Enfin, il y a une publication récente en Angleterre qui montre que quand il fait chaud, les gens se déshabillent. C'est pas une grande surprise. Je ne sais pas ce qu'il en sera très objectivement. J'ai aucune idée de ce qui va se passer en milieu professionnel. Est-ce que les gens garderont quand même leurs vêtements ou se dévêtiront? On le sait, notamment dans les vignobles, on a des retours d'expérience qui nous disent que bah, les gens ont tendance à se découvrir dès qu'il commence à faire un peu chaud, voire à se retrouver en Marcel, voire à se retrouver torse nu. C'est évidemment des choses qui sont liées à la sensation de chaleur que nous ressentons. Et évidemment, on va voir que ça peut être prépondérant dans l'exposition au risque UV. Alors, en parlant des UV, on a par définition un rayonnement qui est super piège, puisque vous le voyez sur cette image, ce qui nous réchauffe, c'est l'infrarouge, ce qui nous éblouit, c'est le visible. Les UV qui sont des longueurs d'onde courtes, donc avec une énergie transportée importante, d'où leur classement en cancérigène certain par le cirque, sont des rayons qu'on ne peut pas, nous, humains, en tout cas, ressentir, ni en termes de chaleur, ni en termes d'éblouissement, hein. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve souvent, des témoignages de gens qui ont brûlé gravement, hein, jusqu'à la cloque, hein, jusqu'à la fritaine, et qui nous disent, j'ai rien senti venir. Ben, c'est normal, sur le moment, en tout cas, on ne sent rien à être exposé aux ultraviolets, même si c'est à des doses phénoménales. D'où l'intérêt de la fameuse échelle, hein, de l'index UV, qui est donc une échelle internationale, recommandé par les instances qui expriment l'intensité du rayonnement UV et le risque qu'il représente pour la santé. Généralement, quand vous le voyez à la télé, c'est une prévision pour les 3 4 heures autour de midi, solaire bien sûr, donc à Nantes et ailleurs en France hexagonale entre midi et 16. Et quand on arrive un peu à faire notre boulot, il y a des conseils qui vont avec. Alors, quelques précisions. Je reviendrai bien sûr sur les conseils que vous voyez là sous forme très simple de picto. Je rentrerai plus dans le détail. Mais pour information, pour des niveaux d'UV qualifiés de faibles, donc de 1 et 2, les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé sont pas de protection requise, en population générale en tout cas. À partir de 3, c'est qualifié de modéré et il convient de se protéger. Et évidemment, il va falloir d'autant plus et d'autant plus studieusement se protéger, que le niveau du V va monter, que la durée de l'exposition sera importante et bien sûr que la peau sera sensible si on parle de la protection cutanée. Autre information importante avec cet index UV, c'est une échelle ouverte. Vous voyez ici un petit plus. Il est possible largement de dépasser le 12. On a même un record mesuré sur Terre à 40, hein, c'est vous dire. Et dernière info, c'est une échelle qui est linéaire.
Hein. 4, c'est deux fois plus que 2. 8, c'est deux fois plus que 4. Ce qui n'est pas le cas de toutes les échelles de risque, en tout cas. Donc celle-ci, elle est linéaire. C'est important notamment pour aborder la question des protections et des fameux indices de protection qu'on verra tout à l'heure. Ce qui fait varier cet indice d'UV, c'est finalement pas grand-chose d'autre que la position du Soleil dans le ciel. On a un trajet des rayons dans l'atmosphère, qui est notre filtre terrestre, qui va dépendre de cette position. Quand vous avez un soleil haut, donc des ombres courtes, vous avez un trajet des rayons dans l'atmosphère qui est court, donc beaucoup d'UV au sol. Inversement, quand le soleil est bas sur l'horizon, vous avez un trajet des rayons dans l'atmosphère qui est long, des ombres longues, un niveau d'UV faible, voire nul. Et évidemment, ce qui fait varier cette position du Soleil dans le ciel, c'est la rotation de la Terre sur elle-même, ce qui explique que vous n'avez pas d'UV en début ou en fin de journée. Évidemment, cette rotation se fait autour d'un axe qui est incliné. Cette inclinaison étant toujours la même, ça vous explique pourquoi vous pouvez prendre des coups de soleil en été et pas en hiver, puisque le Soleil est beaucoup trop incliné en hiver. En tout cas, si on reste sur l'hexagone, quand je parle d'hiver, je parle d'un hiver physique ou astrophysique. Je parle d'un hiver qui ne commence pas, mais dont le milieu est le 21 décembre. De même que le pic de l'année s'effectuera le 21 juin, le jour où le Soleil est à la verticale du tropique Nord, qui est pour moi, dans notre calendrier astrophysique, le 21 juin. Bien sûr, les nuages peuvent bouleverser un peu la donne. Des gros nuages très noirs, très épais vont absorber le rayonnement, il n'y a pas de risque. Des nuages d'altitude et d'épaisseur moyenne qui sont plutôt blanc-gris que très blanc-clair ou à des fortiori noirs comme ces ciels très plombés, grosso modo vont arrêter la moitié du rayonnement. Euh, Si vous êtes avec un indice d'UV de 4-5, ben, ça suffit à descendre en dessous du seuil. Si vous êtes à des indices d'UV plus d'été à des niveaux de genre 8 ou 9, ben, ça ne suffit pas à passer sous les seuils critiques. Se méfier avant toute chose. Et je dois vous dire, quand on voit les régions qui sont les plus touchées par le mélanome, qui est le cancer de la peau le plus, pour pas dire le seul, qui soit vraiment suivi sur un plan épidémico, les trois régions en tête, par tête d'habitants, sont la Bretagne, les Pays de la Loire et la Normandie. Je suis pas tout à fait certain de l'ordre, je suis pas sûr que quelqu'un puisse l'être très certain. En tout cas, très clairement, c'est dans ces régions qu'on a le plus fréquemment cette météo piégeuse avec notamment ces voiles nuageux qui donnent une fausse sensation de sécurité parce que l'infrarouge est arrêté, il fait plus frais, parce que le visible est également pas mal filtré. Alors, il fait pas sombre quand il y a ce type de nuage, mais il fait un temps gris, un temps maussade. Or, en termes d'UV, ça ou rien, vous le voyez, c'est 95% des UV qui peuvent passer, donc c'est vraiment le piège par excellence. Autre piège, moins fréquent en Pays de Loire, la montagne. En altitude, la température baisse alors que le niveau d'UV augmente puisque vous réduisez tout simplement l'épaisseur de l'atmosphère qui filtre. Et puis, autre piège, mais là, c'est pas vraiment un piège, c'est la réverbération. Là, en l'occurrence, ce qui est blanc et brillant réfléchit beaucoup, ce qui est mat et sombre absorbe. Donc, il y a une réverbération conséquente en Pays de Loire, notamment sur les plages. Vous voyez, vous pouvez avoir pour du sable clair des indices de réverbération de plus 20, plus 25%. Dans l'eau, il y a de la réverbération qui peut être tout à fait conséquente, surtout si l'eau est agitée. Et puis évidemment, au milieu professionnel, il faut penser à tous les matériaux, en tout cas ceux qui sont clairs et brillants, qui vont réfléchir des doses tout à fait conséquentes de rayonnement. Alors voilà, je voulais vous partager avec vous quelques cartes d'UV. Donc au mois de janvier, vous voyez qu'à Nantes, comme à Nice au demeurant, vous risquez une bronchite à vous baigner le 1er janvier. Vous ne risquez pas le coup de soleil puisque vous êtes sur des indices d'UV maximum. Hein. Là, on est sur des niveaux maximum. La couche d'ozone est standard et elle ne varie pas fortement dans l'hexagone. Et quelle que soit la température, c'est vrai que les gens qui se baignent à Nice le 1er janvier, généralement, il fait plutôt bon. Le niveau d'UV maximum dans la journée est en dessous des seuils, et puis c'est des niveaux qui sont atteints pendant une demi-heure. Bref, bon. Au mois de juillet, c'est exactement la carte inverse hein, en termes de saison. Des niveaux d'UV de 7-8 dans le nord, 8-9 dans le sud, et évidemment avec une possibilité de monter au-delà de 10 dans les montagnes.
En mai et en août, ben, des niveaux UV qui sont un peu plus faibles qu'au 21 juin, mais qui, vous le voyez, sont déjà très élevés et qui sont identiques, hein. Le 1er mai, on est à 1 mois et 20 jours du solstice d'été, comme on va l'être le 10 août. Donc le Soleil dans la même position, et donc si les choses sont égales par ailleurs, le niveau d'UV sera le même. Or, la température sera majoritairement, enfin en règle générale, de 10, quand c'est pas 15 degrés, plus élevé au mois d'août qu'au mois de mai. Donc il y a une période là actuellement, et déjà depuis quelques semaines, qui est particulièrement critique du point de vue du piège que constituent les UV. D'autant plus, je dirais, que bon, bah, on a eu des week-ends un peu sympathiquement rallongés, et puis que surtout, on a pour les peaux les plus claires, en tout cas, ou les peaux qui ont besoin de s'adapter au rayonnement, ben, elles n'ont pas pu s'adapter puisqu'on sort de l'hiver et que naturellement, c'est la période pour elles dans l'année où elles sont le plus sensibles. Voilà, au mois de décembre, ben, vous avez des niveaux d'UV très faibles dans l'Europe continentale et même méridionale, des niveaux d'UV qui sont par contre au top sur le tropique sud, hein. Donc pour ceux qui voyagent à La Réunion, c'est là où ça cogne le plus. Au mois de juin, ben, la carte s'inverse. Des niveaux d'UV forts, voire très forts en Europe, encore plus forts et limite extrêmes, évidemment, enfin même extrêmes sur le nord Afrique et surtout l'Afrique équatoriale, quoi, ou tropicale. Une information intéressante, en fonction de cet indice d'UV qui est calé sur la réponse érythémale de la peau humaine, on peut déterminer en combien de temps on va brûler si on n'est pas protégé. Quand je dis qu'on va brûler, on a des chiffres hein, de correspondance entre ce qu'on appelle la dose érythémale minimum et euh, le phototype et évidemment le niveau d'UV. Donc les chiffres que vous voyez ici sont des temps en minutes. Vous avez un phototype 1, donc vous êtes le plus clair possible. Vous êtes exposé pendant 20 minutes un indice d'UV 7, 8, 20 minutes sans protection, vous avez reçu cette fameuse DEM, ce coup de soleil léger, hein, la peau est rose, il y a une démangeaison après quelques heures. 3 fois la dose, la peau n'est plus rose, mais elle est rouge, et on ne parle plus de démangeaison, mais de douleur. Et 5 fois la dose, c'est la cloque, la fliptène, hein. Donc, et quand on a brûlé jusqu'à la cloque, on sait qu'on multiplie par 2 le risque de faire un cancer de la peau grave, hein, de type mélanome, 15 à 20 ans plus tard. Voilà. Donc on a ces correspondances et vous voyez qu'évidemment ce temps d'exposition suffisant au déclenchement d'un coup de soleil va monter à un niveau d'UV constant avec le phototype ou va monter pour un même phototype avec évidemment le niveau d'UV. On va être pour des niveaux d'UV de 9-10 à 15 minutes pour un phototype clair et puis on va encore descendre et on peut même atteindre, si on est en haute montagne, un phototype clair, il brûle en 10 minutes, quoi, hein, tout en étant encore en France, hein, en France hexagonale. L'intérêt évidemment de cette échelle ou de l'idée, c'est aussi de pouvoir faire des mesures de dose, non pas d'exposition à un moment donné sur un laps de temps court, quelques secondes ou quelques minutes, mais d'essayer de comprendre et de mesurer ou d'estimer ce que peuvent recevoir en termes de dose les personnes. Et évidemment, là, les choses se compliquent. Parce que si on sait ce que, alors on parle de SAID, hein, de standard érythémateuse dose, correspondant en l'occurrence à 2 SAID, c'est le fameux coup de soleil léger pour un phototype 1, donc c'est des doses qu'on sait chiffrer hein, en termes d'énergie reçue par unité de surface, donc en l'occurrence 200 millijoules par centimètre carré. Là, on est beaucoup moins à l'aise, c'est d'estimer ce qui arrive vraiment sur telle ou telle partie du corps. Or, c'est ça qui compte pour estimer le risque. Ce qu'on sait faire très précisément, c'est calculer des doses qu'on reçoit sur un plan horizontal. C'est 50 à 60 CED par jour qu'on reçoit hein, en France métropolitaine l'été. Vous devinez que ça ressemble plus ou moins à ce que va recevoir le dessus d'un pied s'il est évidemment exposé au soleil ou ce que va recevoir le dessus d'une épaule si la personne en tout cas se tient debout. Parce que grosso modo, c'est horizontal. Mais vous voyez que dès qu'on est sur le flanc de l'épaule, on n'est plus qu'à 72%. Si on est le long du bras, il y a une initiative en Allemagne là, qui a posé des capteurs sur les bras des personnes. La principale critique qui a été faite sur ce dispositif, ben, c'est qu'on mesure finalement plutôt peu, parce que là, on reçoit plus que le quart de ce qu'on recevrait que c'est par rapport à un bras qui se tiendrait à l'horizontale. Bref, ces doses reçues doivent dépendre bien sûr de l'intensité, de toute façon, de la durée de l'exposition, mais aussi et surtout de l'orientation par rapport à la direction du rayonnement. Et évidemment, bon, dépend aussi de la protection qu'on va mettre en œuvre. Si on met un vêtement typiquement très protecteur, on a tout coupé ou presque, quoi.
Alors, pour en venir aux effets, euh, il y a des bons effets. Honnêtement, la vitamine D, c'est important pour le calcium. C'est très certainement, c'est un peu moins solide. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses maintenant qui vont vers l'importance pour le système immunitaire également. Euh, Il y a des raisons de penser que pour les gens qui travaillent dehors, une bonne partie du temps, c'est pas un souci. On aura beaucoup moins normalement, vu les doses de soleil dont on a besoin ou les quantités oui, les quantités d'énergie reçues sur des surfaces corporelles pas très importantes. Alors, on a coutume de dire 10-15 minutes en été, bras et visage suffisent à un moment où le soleil cogne un peu. J'aime pas cette notion-là parce qu'elle ne tient pas compte du type de peau, parce qu'elle ne tient pas compte vraiment du type de soleil auquel on est exposé. Ce dont on est sûr, c'est que si on dépasse la dose érythémale minimum, donc ce fameux coup de soleil léger, on commence à détruire la vitamine D. Donc c'est important de conserver ce message-là en tête. Parce que beaucoup de gens se disent, c'est pas grave, prendre un coup de soleil, ça va être bon pour ma vitamine D. Oui, mais non, si vous êtes déjà au coup de soleil, au vrai coup de soleil, donc à 3 DEM, vous avez déjà depuis un moment commencé à détruire la vitamine D que votre organisme fabriquait sur les premières doses reçues. Il y a un effet positif sur le moral, c'est pas faux. C'est pas les UV qui sont en l'occurrence en jeu, c'est la lumière visible. Puis oui, c'est vrai que la lumière visible reçue par l'œil a aussi une incidence sur le rythme circadien. Donc c'est à prendre en compte, notamment dans la prévention des risques liés au travail de nuit typiquement. Mais on n'est pas sur la problématique UV. Mais enfin, je voulais quand même faire un petit rappel parce que c'est évidemment toujours lié à l'exposition quelque part au soleil. Les effets néfastes immédiats sur la peau, c'est évidemment des risques de brûlure. C'est des risques qui peuvent être accentués, ces risques de brûlure, par la prise de médicaments ou l'application de produits sur la peau, ou encore l'exposition à certains produits phyto qui peuvent augmenter la sensibilité de la peau au soleil, donc et voir apparaître des micro-brûlures, enfin des micro, hein, des maxi-brûlures sur des zones relativement circoncises de peau. On risque aussi des risques pour les yeux. Honnêtement, c'est surtout en haute montagne que les risques d'ophtalmie, hein, de brûlure de la cornée peuvent survenir. Il y a également des effets, là, pour le coup, sur le long terme, en termes de cataracte. La messe est tout à fait dite sur le sujet. Une part des cataractes est liée aux UV, ça c'est absolument démontré. Et évidemment, la surexposition des gens qui travaillent dehors. Je veux dire, pour la cataracte, il n'y a pas d'effet lié ou en lien avec la couleur de l'iris. Ce qui compte dans le risque de cataracte et dans la survenue plus ou moins précoce de la cataracte, c'est l'endroit où on vit. Donc, vous avez plus de chances de faire une cataracte rapidement si vous êtes sous les tropiques. Et puis, votre métier. Hein, si vous êtes travailleur en haute montagne toute l'année dehors, vous risquez de faire une cataracte à 55 ou 60 ans, pendant que la population générale sera plutôt autour de 75. Il y a 900 000 interventions par an, donc ça coûte un bras à la sécurité sociale, ça vaut 1500 euros, hein, l'intervention de la cataracte, juste l'intervention. Et puis, il y a une contribution, visiblement, des UV à la DMLA. La DMLA, bah, c'est avant tout quand même en lien avec l'âge. C'est aussi en lien avec le tabagisme. C'est aussi en lien, ça a l'air d'être très clairement démontré, avec le manque d'antioxydants dans l'alimentation. Et les UV rajoutent un risque. Enfin, l'exposition aux UV rajoute un risque. Les UV vieillissent la peau, c'est une évidence pour tout le monde. Ça semble être un argument sur lequel on peut jouer pour convaincre les gens de ne pas s'exposer peut-être plus fortement sur certaines catégories de population. Je pense notamment aux jeunes adultes qui semblent plus sensibles à cet argument du vieillissement. Et vous voyez que sur cette image, on a une personne qui a livré du lait pendant toute sa carrière autour du lac Michigan aux États-Unis. Et visiblement, il a beaucoup travaillé la vitre baissée ou avec un manque de filtre UV, ce qui est également probable, pour pas dire certain, de sa vitre latérale. Pour ce qui concerne le mélanome, nous avons peu de preuves d'association avec des expositions professionnelles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Et notamment, il y a une étude en cours de publier à l'île de la Réunion, qui est sûrement particulière, en tout cas qui est beaucoup plus en termes de rayonnement solaire exposé que peuvent l'être les Pays de la Loire. Mais voilà, c'est pas parce qu'on n'a pas démontré cette association qu'elle n'existe pas. Beaucoup de médecins sont même très convaincus, je parle de dermatos, très convaincus du contraire.
Là où on est sûr qu'il y a un rôle, c'est pour la médecine du travail. De toute façon, un mélanome, il faut le traiter le plus précocement possible. Il y a deux règles à retenir qui peuvent aider à dépister précocement. C'est la règle dite ABCDE, vous avez sûrement entendu parler, l'asymétrie de la tâche, des bords irréguliers, plusieurs couleurs, un diamètre de 4-5 mm ou plus, et surtout le E comme évolution doit véritablement conduire à montrer la chose à un dermato. L'autre règle, c'est celle dite du vilain petit canard. Un tiers, à peu près entre un quart et un tiers des cancers de la peau mélanome surviennent sur des grains de beauté. Le grain de beauté atypique, c'est lui qu'il faut vraiment surveiller de très près et que même certains dermatos enlèvent de façon préventive, même s'il n'a pas encore dégénéré. On l'enlève, on est débarrassé. L'autre forme de cancer cutané, c'est ce qu'on appelle le carcinome, avec une forme dite basocellulaire. Alors, cela, j'ai pas précisé, le mélanome survient surtout à la suite d'expositions intermittentes et donc sur des zones de peau qui sont plutôt le dessus des épaules, la poitrine, l'arrière du genou, le mollet, la cuisse, bref, des zones de peau qui sont exposées plutôt rarement au soleil, pendant que le carcinome, lui, survient sur principalement le visage qui est exposé de façon chronique et toute l'année au soleil. Euh, Ça représente, pour ce qui concerne le basocellulaire, 70% de l'ensemble des cas de cancer cutané. Il ne métastase quasiment jamais. Il se propage en surface avant de se propager en profondeur. Donc, normalement, on a le temps de le repérer et de l'enlever. Ça, quand même, ça coûte, évidemment, quand même, puisqu'on va faire et de la napate et puis de la chirurgie, qui peut parfois être relativement embêtante, lourde, compliquée. Le plus dangereux des deux carcinomes, c'est ce qu'on appelait avant le spinocellulaire, qui s'appelle maintenant épidermoïde, qui représente 20% des cas, qui est en forte augmentation, 300-400 décès par an. Là, on n'est pas très très sûr de la statistique en France, qui est reconnue comme maladie professionnelle, l'épidermoïde, en Allemagne, en Suisse, en Belgique, pour ne parler que des pays voisins. Vous dire que, il y a une étude publiée il y a maintenant un an et demi, l'auteur principal, Frank Pega, Pega, qui a étudié dans 183 pays sur une période allant du début du siècle actuel jusqu'à l'année 2020. Donc, il y a une analyse systémique de toutes les publications sur le sujet. La conclusion de ça, c'est euh, quasi 20 000 morts attribuables aux expositions professionnelles, 60 000 morts par épidermoïde, dont un tiers attribuables à des expositions professionnelles. Un chiffre qui a doublé au cours des 20 dernières années, et des conclusions qui vont évidemment vers les gouvernements pour les encourager à mieux protéger les personnes qui travaillent dehors. L'agence de sécurité de l'environnement et de la santé au travail dit qu'il y a 15 millions de travailleurs extérieurs, dont 1,5 million en France, qui travaillent au moins 75% de leur temps dehors, qualifie le rayonnement solaire de premier agent cancérogène, et on ne peut parler que des UV en matière de cancérogénicité. Et il dit, ce rapport, que toutes les peaux claires, quasiment, développeront un cancer de la peau au cours de leur vie. Pour ceux qui travaillent dehors, bien sûr. Une étude en Espagne a été très très claire sur le sujet de l'exposition des travailleurs. Vous voyez, sur 215 travailleurs agricoles, on est à 41% de kératose actinique. Alors la kératose actinique n'est pas encore un cancer cutané, mais on le voit, 10% des 215 ont déjà un carcinome cutané. Donc là, on est bien dans un cancer cutané déjà avéré. Et 1,4 sont des épidermoïdes. Et les 41% qui ont des kératoses, il leur suffit de vivre assez longtemps pour les voir quasiment tous se transformer un jour en carcinome, au moins en basocellulaire. J'exagère un peu, probablement, je force un peu le trait, mais on est sur des facteurs très importants et on est sur des types de peau qui ne sont pas si clairs que ça. On est en Espagne, on a des phototypes très majoritairement 3, quoi, 3, 4, qui sont plutôt protégés. En France, nous avons un PRST4 en région Grand Est qui a ciblé la question du cancer de la peau et de l'exposition aux UV. Il y a deux pilotes aujourd'hui, Stéphanie Scarfone pour l'adresse, Stéphanie Monio pour l'ARS. Jean-Michel Wendling était aux manettes, aux
pilotage de ce programme avant Stéphanie Scarfone. Euh, Beaucoup de contributeurs, dont bien sûr l'association Sécurité Solaire, avec deux objectifs principaux: améliorer la prise en compte du risque, le rendre visible déjà, et puis développer des actions de prévention primaire et secondaire. Dans l'évaluation de la prise en compte, il y a eu deux enquêtes auprès de professionnels de santé et de préventeurs. Donc, il y a des analyses qui sont en cours. Ce qu'on a d'ores et déjà pu voir, c'est que le sujet intéresse beaucoup, que par contre, il y a un plutôt faible niveau de sentiment d'être informé, en tout cas des personnes qui ont répondu, plutôt faible niveau déjà d'action de sensibilisation menée. Une majeure partie des professionnels de santé pensent que le risque est mal connu dans les entreprises. Elles font le job, hein, les médecins font le job en termes de sensibilisation individuelle, hein, lors des visites. En tout cas, les trois quarts d'entre eux, vous voyez, 73% disent le faire. Ça ne veut pas dire qu'ils le font, mais enfin bon, moi j'ai plutôt confiance dans la réponse qui est apportée. Par contre, des actions de sensibilisation collective, c'est une très faible partie, moins de 5%. Par contre, une bonne majorité sont prêts à le faire et agir tant sur le plan collectif que sur le plan individuel. Gros apport du PRST4 en région Grand Est, la mise en place avec le syndicat des dermatos d'un observatoire des dermatologistes. N'hésitez pas à partager ça si vous avez des relations avec des dermatos. Ils peuvent encore s'inscrire sur le site du syndicat. Ils se voient attribuer un numéro de participation qui leur permet, c'est assez simple à mener, hein, visiblement, d'après les retours qu'on m'a qu'on m'a fait. L'idée, c'est que le dermato, ce qu'il ne peut pas faire aujourd'hui sur cet observatoire, remonte un lien qu'il soupçonne entre l'épidermoïde ou le cancer cutané qu'il observe sur un patient, bien sûr, et l'exposition à caractère professionnel. Donc on aura des résultats, il y aura présenté probablement quelques premiers résultats préliminaires par Nadia Honoré de l'ORS qui pilote le travail sur le plan épidémio la semaine prochaine, oui, la semaine prochaine à Tours, non, cette semaine, dans quelques jours à Tours, lors du congrès médecine du travail BTP. Et sinon, les résultats consolidés probablement début 2026. J'en viens maintenant aux recommandations. La première, c'est évidemment de mettre en place des mesures collectives le plus logiquement du monde en évitant les fameuses 4 heures autour du midi solaire, hein. Si on est en France hexagonale, si on veut être très précis, à Nantes, on doit avoir un midi solaire vers 14h15. Donc, dans les Pays de Loire, bref, 12 heures, 16 heures, si on peut organiser le temps de travail pour qu'on ne soit pas dehors, c'est ce qui permettra de gagner le plus de points, entre guillemets, sur la protection des travailleurs. Faire gaffe que ça ne sont pas forcément ces heures d'irradiation maximale, les heures où il fait le plus chaud. Vous voyez sur cette courbe rouge, hein, la courbe bleue, c'est les UV, avec un pic à 14 heures. On est bien en heure légale, hein, bien sûr, c'est le midi solaire, hein. S'il fait beau, vous avez une courbe en forme de chapeau tout à fait parfaite, et avec un pic toujours à midi heure solaire, donc probablement, comme je vous disais, 14h15 en Pays de Loire. Vous avez par contre des pics de température plus tard dans la journée, 17, 18 heures. Euh, Quelque part, le mieux serait de passer sur un rythme de travail à l'espagnol, où on travaille jusqu'à midi, on fait un grand break et on revient au boulot quand les températures commencent à redescendre et que le niveau d'UV est quasiment éteint. Bon, c'est pas toujours simple à faire, et quand on ne peut pas, il faut évidemment optimiser les chances d'avoir de l'ombre pour permettre les pauses à l'ombre, pour permettre de travailler à l'ombre. Donc, vous avez plein de choses qui existent en la matière. Pour les gens qui travaillent beaucoup dans des tracteurs, des camions qui sont sur la route, etc., renforcer la filtration UV, soit par la pose d'une plaque de polycarbonate, comme vous le voyez là, soit par la pose de film sur les vitres fait sens. Euh, je parle vraiment de gens qui sont exposés longtemps et toute la journée, évidemment, parce oh, le verre coupe les UVB, mais plutôt peu les UVA, pour pas dire pas du tout dans l'UVA long. En tout cas, tant qu'il n'est pas teinté, le verre vraiment est une grosse passoire à UVA long, et les UVA longs sont cancérigènes comme les UVA courts, comme les UVB. Enfin, pas de la même façon, mais ils sont aussi classés cancérigènes.
Donc, de l'ombre, des filtrations sur les surfaces transparentes, toujours de l'ombre en portant des chapeaux à bord large, en protégeant la nuque avec des outils aujourd'hui très bien conçus qui vont pouvoir se mettre sur des casques ou qui sont sur des casquettes. Vous avez une entreprise qui s'appelle Sowe qui est basée à La Baule, si je me souviens bien, et qui fabrique ça. C'est des matériaux très légers, très anti-chaleur, qui vont bien parce qu'un des enjeux, naturellement, c'est de ne pas évidemment rajouter ou augmenter le risque chaleur en voulant couper les UV. Donc, il y a vraiment lieu de se préoccuper des deux thématiques. Alors, si vous êtes au printemps, il fait 15 degrés, on peut oublier le risque chaleur, mais quand même, les risques optimum en termes d'UV, ben, c'est au mois de juin, juillet, août, évidemment, et c'est les moments où il fait aussi très, très chaud. Donc, porter des vêtements, des protège-nuques, de l'ombre et des vêtements qui peuvent être rafraîchissants. L'intérêt du vêtement anti-UV, qui est un UPF de 40, hein, c'est les niveaux les plus élevés en termes de protection que peut apporter un vêtement léger. Si vous pouvez pas avoir mieux en mettant un jean, bien sûr, là, il y a rien, ou vraiment trois fois rien qui passe. Là, pour un vêtement 40, vous avez 2% d'UV qui passe, ça fait le boulot. L'intérêt de cette marque, G-I-T en l'occurrence, c'est que vous avez des vêtements en polyester, mais qui ont encapsulé en quelque sorte des particules minérales, qui fait que quand vous les mouillez, ça reste humide, contrairement à votre lycra que vous allez mettre pour faire de la planche à voile ou pour surfer, qui va sécher en 10 secondes. Lui, il va rester humide, donc il va garder ses propriétés rafraîchissantes, tout en étant anti-UV de façon efficace. Après, vous avez pléthore de vêtements qui ne sont pas forcés d'être mouillés pour être et protecteurs contre les UV. Et évidemment, si vous choisissez quelque chose qui est clair et ample, vous avez aussi un vêtement qui va protéger contre la chaleur. Il faut vraiment lutter contre cette idée préconçue que l'idée de se déshabiller, c'est la bonne solution pour lutter contre la chaleur. Non, dès qu'on a une peau un peu mate, en tout cas, et même une peau qui n'est pas si mate que ça, elle absorbe l'infrarouge et donc elle réfléchit ou elle réutilise quelque part vers l'intérieur du corps et elle augmente la température corporelle. Euh, donc l'idée de se couvrir avec des vêtements amples et clairs fait toujours un boulot mixte de protection contre les UV et de protection contre la chaleur. À noter cette petite montre Canaria que vous connaissez probablement, qui est c'est pas vraiment une montre, d'ailleurs, c'est un indicateur de température corporelle et d'alerte individuelle. Quelque chose qui a été beaucoup testé, notamment par l'OPPBTP, dans le cadre d'une étude sur des dizaines, même centaines de participants, avec des conclusions favorables d'alerte de la température corporelle et donc d'une nécessité de se mettre en pause. La protection oculaire se fait avec évidemment des lunettes avec des niveaux de filtration en UV pour les professionnels, en tout cas, qui vont être renforcés par rapport à ce qui est exigé par la réglementation pour le grand public. Sachant que les lunettes que vous voyez là, je cite la marque, c'est une marque allemande, fabriquée en Allemagne, avec des ouvriers qui sont très chers payés, même probablement les mieux payés de la planète. Et c'est des modèles qui coûtent 10, 12, 15 euros, quoi. C'est vraiment des coûts plutôt faibles. C'est fait avec du polycarbonate. Alors bien sûr, un polycarbonate de très bonne qualité, avec les teintes que vous pouvez choisir, parce qu'il y a besoin parfois de ne pas trop teinter pour garder le maximum de visibilité mais avec par contre une coupure UV à quasiment 100%. Et puis enfin, la crème, enfin, doit toujours être, hein, même comme en population générale, la crème doit venir en dernier recours, mais enfin, pour des gens qui travaillent dehors, elle est quand même à la limite de l'indispensable. L'enjeu, c'est de trouver des produits qui ne sentent pas. En tout cas, pour des personnes qui sont plutôt masculins, plutôt un peu des bonhommes, vous voyez ce que je veux dire? Ben, il y a besoin de produits qui sont vraiment convaincants, donc qui ne sentent pas la rose, ni l'aloe vera, ni d'autres choses, et qui sont des produits secs. Et ça existe. Et puis avec des emballages qui peuvent être adaptés à des usages collectifs, comme vous le voyez là. Nous, c'est des produits qu'on recommande, d'abord parce qu'ils ont les bonnes filtrations qui vont bien, c'est du 50 plus, on ne fait pas plus aujourd'hui sur le marché. Et puis, on ne fera jamais plus à un produit 50 plus, appliqué correctement, ça va laisser passer quelques pourcents d'UV. Alors, surtout si on réapplique le produit, ça fait partie évidemment des conseils à donner d'appliquer soigneusement, sans oublier de zone et de renouveler le film régulièrement, quoi. Voilà. Je ne sais pas si vous avez pu, Virginie, lire quelques questions sur ce qui précédait ou si j'enchaîne, sachant qu'on réouvrira les micros tout à l'heure, hein, n'hésitez pas.
Je regarde sur le chat. Alors, sur le chat, on n'a rien, mais néanmoins, on peut peut-être prendre un temps de questions s'il y en a. Je vous invite à les poser maintenant. Et puis sinon, Ouais, on pourra poursuivre. ouais, ouais. Bon, j'enchaîne en attendant, mais n'hésitez pas effectivement à les poser dans le chat. De toute façon, on y reviendra. Juste vous dire que donc il y a un contexte juridique au sujet, hein. Il y a une loi santé au travail que vous connaissez au moins aussi bien que moi, donc j'y reviens pas. Il y a un règlement européen sur les EPI. Il y a des recommandations des Nations Unies, hein, les fameux objectifs de développement durable, avec un objectif numéro 3 qui est dédié aux questions de santé, inclut les gens qui travaillent en extérieur. Il y a un avis du Haut Conseil de santé publique, hein, sur la protection des travailleurs extérieurs. Il y a un avis du CESE, hein, le Conseil économique, social et environnemental, alors qui est plus global sur le dérèglement climatique, mais avec un focus sur les UV tout à fait conséquent. Il y a le PRST4 de l'adresse Grand Est, enfin, mis en place par l'adresse et l'ARS Grand Est que j'évoquais tout à l'heure. Et récemment, une saisine de l'ANSES sur la reconnaissance du cancer épidermoïde cutané en tant que maladie professionnelle. J'ai pas de scoop à vous donner en la matière, juste une attente de leur conclusion avant la fin de l'année civile, là. Donc ça devrait arriver, moi je pense à l'automne. Peut-être qu'on aura une bonne surprise si ça arrive avant. Pour le programme Soleil Santé au travail, l'objectif général, c'est évidemment de sensibiliser, de promouvoir les mesures de protection et de promouvoir parallèlement la détection précoce, parce qu'il y a vraiment un enjeu. Les sujets ou les secteurs concernés, à l'évidence, tout le monde pense construction, agriculture, BTP, etc. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont sur la voirie, qui travaillent dans le domaine de l'énergie. Tous les métiers de la mer, hein, sont quasiment exposés, tous les métiers à la montagne, tous les gens qui sont dans l'animation, dans la surveillance des plans d'eau, etc., sont également exposés. Bien sûr, les pompiers, les postiers, les pompiers, les militaires, qui sont beaucoup, beaucoup dehors. Eux également, on n'y pense pas trop, mais c'est les gens qui sont dans le transport, sont quand même toute la journée, et donc en raison de ces manques possibles de filtration du verre, il y a des mesures à prendre pour ces transporteurs ou ces routiers. Et puis évidemment tous les gens qui travaillent dans le milieu sportif, quoi, les enseignants de golf, de tennis, de planche à voile, de surf, et puis tous les gens qui sont effectivement dans le métier de l'animation. Ça fait énormément de personnes à sensibiliser et à mieux protéger. Opérationnellement, notre programme vise à produire de la donnée et à la partager, bien évidemment, et à évaluer, et mettre en place des actions de prévention, les évaluer et les partager ensuite au travers de guides de bonnes pratiques. On a publié sur notre site soleil.info 3 revues de littérature portant sur les risques liés aux expositions professionnelles, les coûts des traitements et les recommandations et actions de par le monde, hein. C'était vraiment pour partir d'une page bien pleine avec une bonne vision de ce qui se fait ailleurs dans le monde et puis des évaluations qu'on peut être menées déjà. Une étude épidémie en cours sur la base de la cohorte Constance. Je vais rapidement là-dessus, mais l'idée, c'est d'essayer de voir si on a une surincidence ou un surrisque cancer cutané et cataracte lié à une activité professionnelle d'extérieur. Par ailleurs, en termes d'actions que nous menons déjà beaucoup, on en avait parlé en préparant ce webinaire avec des agences ou des caisses régionales de la MSA ou avec des services interentreprises de médecine du travail ou avec des collectivités nombreuses. On peut faire des interventions de cours à la journée entière avec donc une partie un peu descendante comme on l'a fait maintenant, mais toujours quand même dans l'interaction. Des ateliers, par contre, on peut là pour le coup être avec des plus petits groupes forcément pour mener des ateliers pratiques où on va vraiment présenter et tester avec différents moyens les EPI. On a un outil formidable qui est une caméra UV qui permet de voir des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu, hein. Ce que vous voyez sur le visage de gauche, c'est la même photo, mais juste avec un capteur, un sensor qui est sensible à l'UV, qui fait apparaître des kératoses, quoi, qui sont le fruit, hein, d'expositions solaires passées. Également utile cette caméra pour voir les endroits qui ont été crémés. Hein, on a beaucoup de gens, de façon assez surprenante, on a beaucoup de gens qui ne pensent pas que la crème solaire puisse être efficace, quoi. Donc bah là, on leur montre. Puis on leur montre aussi que les zones qui ont été oubliées, bah, forcément, ça va pas le faire. Et puis, toujours avec cette caméra, on peut vérifier si telle ou telle lunette, qui peut être transparente ou pas, va couper les UV. Vous devinez que cette lentille-là, sur la droite de l'image, est anti-UV, puisque cette caméra, elle est sensible à l'UV.
Donc tout ce qui absorbe l'UV que vous filmez avec cet appareil photo ressort noir à l'image, hein. Les kératoses que je montrais ici, elles apparaissent noires parce que ce sont des taches avec de la pigmentation sous-cutanée que vous ne voyez pas à l'œil nu, mais qui vont absorber les UV, qui donc ressortent noir sur blanc à l'image. Très intéressant pour sensibiliser les personnes. On recommande fortement, c'est très compliqué d'accéder au dermato, et puis il a un temps de toute façon qui est très limité, le dermato. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller vers des dispositifs de détection à distance avec une formation. On recommande des dispositifs comme celui que met en place la société Anapix, où des personnes paramédicaux sont formés à faire des images, hein, sont équipés du dermascope qui se monte sur un smartphone. L'image est prise, transmise et analysée par un dermatologue à distance, plus par de l'IA, et un compte-rendu est envoyé au médecin du travail ou au médecin traitant pour ensuite organiser de la consultation chez le dermato pour valider ou pas le diagnostic et puis pour prendre des mesures qui s'imposent. Nous avons une application qui s'appelle Météo UV que vous pouvez charger. Elle est gratuite. Alors honnêtement, elle ne vous donne pas grand-chose d'autre que ce que vous avez à la télé la veille du jour où vous allez à la plage. Il y a quand même une information spécifique au type de peau que l'utilisateur renseigne, avec notamment ce qu'on appelle les burning times, c'est-à-dire en combien de temps, vous l'avez vu, on brûle ou on risque de brûler si on n'est pas protégé pour un niveau d'UV donné, des conseils adaptés. Et puis, on espère proposer une V2 bientôt de cette application où là, on n'aura pas le niveau du V maximum prévu par Météo France, mais un niveau du V en temps réel sur une échelle géographique de l'ordre du kilomètre. Donc, ça veut dire avec une vraie précision, une grosse fiabilité de l'observation du niveau du V. Ce ne sera pas fait avec des capteurs, mais avec des observations de satellites, d'images satellites. Et l'idée, c'est bien sûr de renforcer la sensibilisation, mais aussi de permettre de faire des estimations, d'avoir des idées des doses qui sont reçues, hein, puisque l'application, on verra si l'utilisateur est dedans ou dehors, pourra lui envoyer des notifications en fonction du temps qu'il viendra de passer dehors, de son type de peau, une fois pour sensibiliser et éventuellement nourrir des programmes de recherche. Voilà, on a par ailleurs des affiches et des dépliants qui sont, vous le voyez, personnalisables, téléchargeables. Pour l'affiche, l'idée c'est de la plastifier et de mettre ici un niveau d'UV du jour, hein. Ça ne changera pas radicalement la donne, mais enfin, à force de diffuser de l'information, il y a quand même un chemin qui se fait. On a produit un film de prévention, là j'ai pas le temps de vous le montrer, mais il est libre de droit, vous pouvez le télécharger, nous le demander si vous ne trouvez pas comment le télécharger pour le diffuser, il dure 3 minutes 30. Il est un peu looké BTP, mais enfin il fonctionne bien, il évoque les différents effets, pourquoi le risque varie, etc. Et puis, je vous renvoie très volontiers vers notre site soleil.info avec une section dédiée à la santé au travail où vous pouvez retrouver bon, tout ce que je vous ai raconté là depuis une petite heure qu'on est ensemble. Les affiches et les dépliants, vous pouvez les télécharger de là, au moins les visualiser, et puis nous solliciter pour récupérer les fichiers en haute définition si vous le souhaitez. On ne fournit pas les affiches tout imprimées, mais les fichiers pour que vous puissiez le faire. On demande normalement une participation. Bon, si vous n'avez vraiment pas de moyens, on donne ça pour rien. Voilà, pour des entreprises, elles peuvent devenir partenaires en nous soutenant, en faisant des dons qui sont défiscalisés à 60%. Et j'en termine là-dessus en vous remerciant de votre attention. On vous donne rendez-vous à Préventica Paris si certains ont l'occasion de venir. N'hésitez pas, on sera avec Pierre-Louis Ferrer qui est le photographe UV reconnu sur la place. Donc on va faire des photos de très très belle qualité des personnes qui viendront nous voir. On aura aussi une démo du dispositif de détection précoce que j'évoquais tout à l'heure. Et puis voilà, n'hésitez pas, vous avez nos coordonnées ici. J'ai dans l'équipe Camille qui s'occupe particulièrement de ce projet, Camille Berduras qui s'occupe de ce projet de la santé au travail. Donc je vois qu'il y a des questions dans le chat, donc je vais essayer de les prendre une à une. Le polycarbonate filtre-t-il les UVA à 99%?
Après, il y a polycarbonate et polycarbonate. Disons que le polycarbonate, c'est le réceptacle idéal, plastique, pas cher, pour intégrer des filtres à UV efficaces. Si vous avez une lunette teintée en polycarbonate, elle est à coup sûr 100% anti-UV. Si c'est du polycarbonate transparent, que vous les avez achetées, ces lunettes, comme pour corriger la vue et pour être anti-lumière bleue, elles coupe aussi 100% des UV, puisqu'elle coupe le bleu et le violet. En l'occurrence, vous savez, c'est des lunettes où on a des petits reflets violets qui apparaissent fréquemment ou qui sont légèrement jaunis, ou les deux. Donc là, c'est les lunettes 100%. Sinon, il y a peu de... Sans teinte, il va y avoir aussi de la filtration UVA. Elle est plus compliquée, le produit est plus cher. Il est généralement monté sur des lunettes correctrices. Donc là, c'est pas quelques euros qu'il faut, mais c'est des produits qui sont pas non plus d'un coût inabordable. Est-ce que tous les vêtements de travail protègent contre les UV? La question est quand même que ça dépend pas mal du vêtement. Globalement, la réponse est oui, hein. Un vêtement ordinaire, un coton ordinaire, un t-shirt en coton, ça coupe 90% des UV, hein, donc ça fait le job, on peut dire. Tant qu'il est sec, en tout cas. Quand le souci est souvent quand il est mouillé, hein, il y a cet effet t-shirt mouillé qu'on connaît bien. Au camping l'été. Le vêtement devenant transparent, bah, il laisse aussi passer les UV, ou en tout cas une bonne partie des UV. C'est là où vraiment la protection par un vêtement synthétique en polyester ou en lycra va vraiment trouver du sens et de l'intérêt. Et puis pour des gens qui travaillent dehors, qui sont à phototype sensible, ça fait sens de ne pas s'arrêter à 90% d'UV bloqué, mais de chercher à bloquer plus. D'où l'intérêt, là encore une fois, des vêtements anti-UV. Euh, la norme spécifique, oui, c'est le UPF et pour être considéré comme un EPI, si je ne me trompe pas, il faut qu'on soit UPF 40. C'est marqué 40 ou 40 plus. C'est le petit picto que j'ai montré. Je l'ai montré où, ce petit picto? Ici. C'est la norme EN 13 75 8-2, 40 plus. On est EPI solaire à ce niveau de protection. 2,5% d'UV pour passer. Est-ce que tous les vêtements de travail? J'ai répondu. Existe-t-il des études sur l'impact éventuel sur la santé des salariés de l'utilisation de crème solaire au quotidien toutes les 2 heures? J'en ai pas vraiment connaissance. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau global, les produits, les crèmes solaires hein, sont relativement, comment dire, non pas redoutés, mais voilà, on craint beaucoup l'usage pervers de la crème solaire, autrement dit, une augmentation du temps d'exposition lié à l'usage du produit chez les vacanciers. On ne le craint pas chez le travailleur d'extérieur qui, de toute façon, doit travailler dehors, qui n'a pas vraiment le choix de ses horaires, qui n'a pas vraiment le choix de porter ou pas des vêtements et qui ne va pas couvrir de toute façon 100% de sa zone, de sa surface corporelle. Chez lui, me semble-t-il, il n'y a pas de raison de redouter un mésusage du produit. Donc, s'il utilise le produit, il filtre tous les produits filtrent, hein, il y a pas, il y a pas à tortiller. En tout cas, s'ils ont des indices suffisamment élevés, c'est pour ça qu'on recommande du 30 ou du 50 en milieu professionnel, il n'y a pas photo, même 50 ou 50 plus, c'est toujours mieux que 30, même si l'écart n'est pas énorme en termes de filtration, de pourcentage d'UV filtré. Donc pour moi, là, il y a vraiment beaucoup d'arguments pour ne pas se restreindre de recommander l'usage de crème chez les gens qui travaillent dehors. Une nouvelle fois, parce qu'il n'y a pas à redouter cet effet pervers de celui ou celle qui, au prétexte qu'il a une super crème, va s'autoriser à faire un peu n'importe quoi au soleil. De toute façon, celui qui bosse au soleil, il n'a pas le choix, il y est et il doit y être, quoi. Euh, Pourrait-on avoir le PowerPoint SVP? Mais oui, tout à fait. Le PowerPoint sera dispo ainsi que le replay. Ça prendra quelques minutes, mais enfin, moi, je suis un peu pris cet après-midi, mais demain, enfin d'ici la fin de la semaine, je transmettrai à l'ARS qui pourra vous transmettre et le replay et le PDF de la présentation. J'ai, je crois, couvert toutes les questions qui étaient posées dans le chat. Si certains veulent ouvrir les micros et prendre la parole. Il est 12 heures, il est 11h55. On avait dit 1 heure. Mais Ok. encore une fois, si vous voulez, on vous écoute.
Je check si j'ai bien répondu à toutes les questions du chat. Apparemment, oui. Peut-être juste préciser effectivement qu'on va communiquer les liens, etc. Et ils seront également disponibles sur le site du PRST 4 des Pays de la Loire. On a mis un certain nombre de ressources en ligne déjà, mais on va y ajouter celle-ci, bien évidemment. OK. Ouais, juste peux faire pour terminer, vous montrer le site Soleil Info. Alors, pas l'intranet, tant qu'à faire. Mais le site, quand vous arrivez sur le site Soleil Info, vous avez les cartes d'UV tout de suite là. Et sachez-le, pour ceux qui ont un intranet ou un Internet, vous pouvez mettre un widget, soit avec une région que vous choisirez ici, soit éventuellement pour une ville. Je vais choisir au hasard, par exemple, la région des Pays de la Loire. Et par exemple, dans la Pays de la Loire, je vais prendre Nantes au hasard, hein, parce que la personne de la ville de Nantes. Vous récupérez ce code ici et vous le copiez, enfin votre webmaster peut le copier sur la page santé au travail de la ville et vous voyez s'afficher automatiquement ce petit cartouche avec le niveau d'UV prévu pour aujourd'hui entre 12 heures et 16 heures, les recommandations qui sont automatiquement ajustées et ça va se mettre en place. Enfin, c'est une fois qu'on a intégré ce code, vous avez compris que l'information est remise à jour chaque jour. Vous avez aussi donc quand il veut. La partie que j'évoquais tout à l'heure, donc outre vraiment des choses très, entre guillemets, encyclopédiques et des actus, vous avez cette section santé au travail où vous avez grosso modo des argumentaires sur et des éléments d'information globale sur le sujet, comment devenir partenaire du programme. Le petit film dont je vous parlais est ici. Donc, il est téléchargeable à partir de cette page ou au moins diffusable à partir de cette page. Vous avez également les différents avis du CESE, du Haut Conseil de santé publique. Ils ne sont pas intégralement là, mais vous avez les liens pour y accéder à partir de cette page. Et vous avez ce que j'évoquais, donc les affiches et les dépliants. Vous pouvez les voir dans le détail. Alors, le contenu est ramené en ligne, mais vous pouvez aussi visualiser le dépliant dans sa version à personnaliser, par exemple, pour le BTP, vous l'avez là. Et si vous voulez la version définition, vous nous envoyez un petit mot. Euh, Comme je disais, on a besoin de vivre et on n'a pas beaucoup de subventions pour ce programme Soleil Santé au Travail. Donc, s'il y a une petite participation qui peut quelque part nous aider à mettre du carburant dans la machine, on est preneur. Mais s'il n'y a pas, il n'y a pas. Et on vous transmet le fichier haute définition pour que vous puissiez l'imprimer ensuite. Ouais, vous Il y a avez une donc, question du docteur Lemaire oui, qui a levé la main. Bonjour, merci. Oui, je suis médecin du travail dans le 06, dans le BTP, et je voulais savoir si vous pouviez dire un mot rapidement sur le décret et l'arrêté qui sont sortis le 27 mai, ce que ça change aujourd'hui en fait. donc vous parlez du décret qui parle de la nécessité de faire porter des couvre-chefs. Oui, il y a le décret du 27 mai relatif à la protection des travailleurs, justement contre les risques liés à la chaleur, et l'arrêté sur les seuils de vigilance pour la canicule. Oui. Bah, comme vous avez compris, c'est moins notre sujet, donc je ne me prononcerai pas plus que ça. En plus, je ne l'ai pas décortiqué dans le détail. En revanche, j'ai vu et on m'a fait remonter que dans ce décret, il y avait la recommandation forte de faire porter donc des chapeaux aux travailleurs et on va avoir un effet doublement protecteur contre le risque chaleur et contre le risque UV. Mais ça fait partie, ce genre de décret qui sort aujourd'hui et qui ne concerne de façon visible, en tout cas, que la chaleur fait partie de notre sujet aujourd'hui, qui est d'essayer de faire comprendre aux institutions et aux acteurs en général de la santé au travail qu'il convient d'aborder les deux risques simultanément. Alors bien sûr, le risque de coup de chaleur, ça peut tuer une personne le soir venu, pendant que le risque UV, il va falloir attendre plusieurs années. Ça ne nous paraît pas être un argument suffisant pour oublier le risque UV ou pour ne pas le remonter, mais une nouvelle fois, on part de très très loin, hein. Aujourd'hui, des cas de cancer cutané en France associés à une exposition professionnelle se comptent sur les doigts d'une, deux mains par an dans les
bonnes années, pardon pour les 18 guillemets avant et après le bonnes années, pendant qu'en Allemagne, ils en dénombrent plusieurs milliers, hein, 5 6 000 cas d'épidermoïdes ou basaux qui sont accrochés, attachés à une exposition solaire professionnelle chaque année en Allemagne. Donc on a ce problème de visibilité qui vient d'un problème de remontée d'informations. Bref, on avance autant qu'on peut, mais on part de loin. Merci. Je vous en prie. Il y a d'autres questions? Je vois pas de main levée, donc je ne pense pas. Euh, Si on n'a pas d'autres questions, on peut peut-être s'arrêter là. Oui, tout à fait. En tout cas, merci Monsieur Cesarini pour cette présentation et puis tous ces outils, ces ressources voilà, que vous avez pu expliciter pour les professionnels qui sont présents aujourd'hui et assez nombreux. On vous remercie d'ailleurs de votre mobilisation sur ce webinaire. Voilà, on vous fera suivre toutes les infos utiles, hein, bien évidemment, Ouais. que ce soit Et sur puis le site du PRST ou de l'agence ou autre. voilà, oui. Alors vous avez cité le PRST ou en tout cas le site de l'agence pour en Pays-de-Loire. Il y a également donc celui dédié à l'axe UV du PRST 4 en région Grand Est où il y a aussi des ressources qui sont mises. Il y a l'INRS qui est en train de préparer un dépliant. Je ne sais pas s'il devrait sortir, s'il n'est pas déjà sorti. Enfin non, s'il était sorti, je pense que je le saurais, mais il va sortir d'ici peu. Et puis, oui, il y a quand même pas mal de ressources. L'OBP-BTP sur le risque chaleur a publié beaucoup de choses et avec une intégration de plus en plus présente dans ces dispositifs d'information du risque UV, et c'est évidemment une très bonne chose. Ok, et merci à tous de votre participation et en vous souhaitant un Mhm. bel été bien protégé du coup. Merci Merci. également à Merci. tous. Au revoir. Au revoir. Très bon été.